Oui, bonjour à tous. Donc, je ne vais pas me représenter, mais donc, Benjamin Lemasson, je travaille quand même à la ville de Paris au service des voiries, au service aménagement. Donc, je traite en effet de projets, quelques collègues qui sont dans la salle, de projets de dimension, comme son nom l'indique, service aménagement, service des grands projets. On est censé travailler sur des grands projets. Mais vous verrez que là, je vais vous parler de projets de tailles différentes, à la fois des aménagements relativement banals, comme des rues, des parvis, et puis d'autres un peu plus importants, plus grands. Alors, le sens de mon propos, c'est si on s'inscrit dans la thématique de la journée, qui était permanence et renouvellement des espaces publics. Moi, je dirais que la question du renouvellement est forcément nécessaire si l'on veut garder une certaine permanence d'un espace public historique ou ancien. Alors, je m'explique, je lance un peu le débat que nous aurons plutôt en fin de journée, mais l'idée, dans mon propos, c'est d'indiquer que la place Stanislas, par exemple, à Nancy, qui est une rénovation, si j'ai bien compris, historique, c'est assez un cas d'école, c'est assez rare. On rénove peu d'espaces publics de façon, on va dire, ex nihilo, enfin, de façon conforme, on va dire, au plan ancien. On est toujours dans une problématique de transformation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mobilités qui arrivent, vous allez voir des contraintes techniques très fortes, on a des demandes d'élus qui sont également qui se multiplient. Donc de toute façon, on a voilà, cette obligation de transformation liée aux données techniques. Et puis cette transformation, elle a aussi une question financière que j'aborderai à la fin de mon propos. On sait que c'est à l'occasion des grands projets qu'en général, on rénove des espaces publics. C'est rarement le cas dans d'autres aménagements, on va dire, traditionnels, bien que Bernard Landau ce matin nous en a montré quelques-uns dans certaines villes. C'est vraiment à l'occasion de grands projets. Je crois que TVK va parler de la place de la République, mais j'étais dans une vie antérieure professionnelle à la mission tramway. C'est à l'occasion de rénovations comme du type tramway ou grand transport public qu'on peut agir vraiment sur l'espace public, à la fois dans sa grande dimension et dans le détail. Donc moi, je vais vous parler d'un processus de conception et de réalisation de quelques espaces publics parisiens. J'en ai sélectionné une dizaine, de différentes échelles. Mon idée était de vous montrer quelques secrets de fabrication, c'est-à-dire de ne pas forcément rentrer dans un discours très général et d'une description de chaque projet, ça serait trop long en 1 heure. Et puis surtout, parfois, on est un peu subjectif par rapport aux aspects qualitatifs de la description d'un espace public, mais d'aborder pour chacun un thème, une problématique bien spécifique qui, en général, est un des outils de la conception d'un espace public, puisqu'on doit régulièrement jongler entre les outils de règlement, les outils techniques pour réaménager un espace public de façon globale. On va aborder des thématiques réglementaires, nivellement, matériaux, qualité du détail, voilà, un peu tous ces secrets techniques qui parfois ne sont pas forcément connus de tous les maîtres d'œuvre. On finira, je crois, puisqu'on m'a demandé également de donner un point sur le rapport maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, donc l'exemple de la place de la République, mais je pense que ça sera complété par Pierre-Alain Trévelot de l'agence TVK. Ça pourrait être intéressant d'échanger nos vues d'esprit sur ce sujet-là, et quelques aspects financiers pour vous montrer dans quelles conditions on travaille en matière de coûts, et je prendrai des exemples concrets. Alors, on va commencer par un premier exemple qui est le Terre-Plein Saint-Paul. Alors, pourquoi le Terre-Plein Saint-Paul ? C'est un projet qui est assez ancien déjà, mais c'est un peu la première aire piétonne parisienne. On voit là, ce sont des images avant-après. Alors, une aire piétonne, c'est un outil réglementaire qui est entre la zone 30 et les premiers outils de piétonisation complète des centres-villes. Et c'est un des exemples qui a été mis en œuvre il y a quelques années et dont lequel, souvent, les élus parisiens ou les techniciens parisiens s'y réfèrent comme un bon exemple. En fait,
pour être clair, on avait une densité à cet endroit-là, une densité piétonne de commerce, une densité piétonne et de densité de commerce suffisante pour pouvoir la mettre en œuvre, puisque cette aire piétonne devait accepter également les bus, les taxis et les vélos. Alors, ce qui a été proposé, c'était finalement d'enlever la circulation générale de ce petit bras de circulation qui se trouve entre le métro Saint-Paul et l'entrée on va dire, du quartier du Marais, par un simple réalignement de mobilier urbain et le traiter, on va dire, à niveau l'ensemble du sol de ce lieu-là. Je pense que, et en laissant passer les bus, les taxis, ce qui n'a pas été une mince affaire dès le départ, je pense que s'il n'y avait pas eu cette densité suffisante, on peut imaginer que ça ne fonctionne pas aussi bien que ça le cas aujourd'hui. Hein, on voit d'ailleurs que lorsque ça a été mis en œuvre, il a fallu mettre des panneaux, en tout cas mes chers collègues ont rajouté des panneaux surdimensionnés pour faire comprendre aux riverains que cette voie n'était pas circulée par les véhicules, mais qu'elle était uniquement autorisée pour les véhicules du type bus et taxi. On voit d'ailleurs que sur l'image en bas à droite, les aires de livraison ne sont pas marquées, ne sont pas identifiées. Bon, ça se passe plus ou moins bien entre les piétons, les livraisons et les bus. Alors, c'est vrai que cet exemple-là a fait un peu école sur certains autres espaces. Je sais que on est en train de réfléchir, notamment dans le cadre des places parisiennes, à ce type de réglementation. Je sais que la voie nord de la place de la République a été finalement mise en aire piétonne, un peu également pour les mêmes raisons. Tout ça pour vous dire que voilà, ce n'est pas la panacée en termes de règlement, mais ce qui peut être intéressant, c'est que ça permet d'identifier, d'alléger normalement en matière d'aménagement, puisque aucun marquage au sol n'est nécessaire. A priori, aucun signalisation verticale devrait être nécessaire. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et c'est en fonction un peu des usages et de la pratique qu'on peut évaluer le succès d'un tel espace. Je voulais vous en parler parce qu'on est en train d'essayer de le mettre en place, cette question réglementaire, avec la rue Daguerre. Là, il s'agit d'une rue complète. Et là aussi, on est dans un mixte entre une ancienne aire piétonne qui se trouve dans la partie la plus proche de la place d'Enfer-Rochereau. La rue Daguerre, c'est dans le 14e arrondissement, entre l'avenue du Maine et l'avenue Gérard Leclerc. C'est une rue un peu ancienne, un peu faubourienne et avec quelques aménagements néo-haussmanniens. Donc c'est une rue de 10 à 11 mètres de large, hein, avec des anciens commerces, donc des commerces de proximité, un ancien marché qui s'y trouvait. Donc on s'est dit, à cet endroit-là, on peut imaginer une densité piétonne qui est déjà préexistante au niveau de l'aire piétonne dans la partie rouge là, sur le document. Et pour les deux autres tiers de la rue, on s'est posé la question, doit-on être en aire piétonne? Clairement, les riverains et la mairie du 14 ne souhaitaient pas que ça soit piétonnisé, mais que ça soit tout de même accessible pour les riverains. D'où l'outil réglementaire qui est l'outil de la zone 20. Donc là, c'est l'outil un peu intermédiaire, on va y revenir, c'est la question d'une zone, terme un peu barbare, d'une zone de rencontre. C'est l'outil entre la zone 30 et l'aire piétonne, qui est une zone, on va dire, à 15 km/h. Voilà une image de ce que ça pourrait donner, c'est-à-dire que c'est dans la deuxième partie de la voie. On a aujourd'hui un stationnement d'un côté, des aires de livraison, des trottoirs. Et là, l'idée, c'est d'avoir une homogénéité de traitement et d'accepter toutes les mobilités. Dans ce type d'aire réglementée, les cyclistes peuvent aller dans les deux sens, les piétons peuvent traverser à n'importe quel endroit, et on doit simplement marquer les aires de livraison. Là encore, les aires de livraison sont marquées avec un marquage au sol spécifique. On pourrait encore alléger le dispositif. Voilà, alors si on raisonne un peu sur ces outils réglementaires, je vous ai parlé du terre-plein Saint-Paul, je vous parle de la rue Daguerre, mais c'est vraiment un sujet qui rencontre énormément la direction de la voirie, mais également les élus des différentes mairies d'arrondissement,
puisque donc, la zone 20, c'est celle qui est entre les deux. Vous voyez le panneau où on voit un piéton, cycliste et des véhicules. On est donc entre la zone 30 et l'aire piétonne. On a des restrictions de circulation, c'est-à-dire qu'on a une restriction de stationnement, c'est ça qui est très différent des autres voies, c'est-à-dire que le stationnement, a priori, n'y est pas, est considéré comme gênant. Donc c'est un outil qui est intéressant parce qu'on peut avoir très peu de marquage au sol, très peu de dispositifs de type passage piéton. Par exemple, les passages piétons, à partir du moment où les piétons sont prioritaires, on n'a plus besoin de marquer ces passages piétons. Là encore, on est un peu entre une densité piétonne modulée et une aire piétonne, où là, on sait que la densité piétonne est plus importante. Voilà on va dire l'explication de cette réglementation. Donc le piéton est prioritaire et la restriction de la vitesse est à 20 km/h. En dessous de 20 km/h, c'est 15 km/h, on cale quasiment en voiture. Et là, à ce moment-là, on est dans l'aire piétonne. Donc ces zones 20, elles ont apparu assez récemment parce que voilà, elles étaient à mi-chemin, comme je le disais, entre les deux outils. On va voir quel intérêt elle peut avoir en termes d'aménagement. Donc là, on va étudier un tronçon type uniquement pour montrer à quoi ça correspond en termes d'aménagement. Voilà, donc l'image du bas est le projet tel qu'il est étudié actuellement. Donc on a, on va dire, des trottoirs de part et d'autre qui sont élargis, mais qui sont traités de façon homogène de façade à façade. Et vous voyez que une partie des passages piétons ont disparu. Alors ceux qui sont classés dans l'aire piétonne, alors que pour la voie transversale, on est encore dans une voie, on va dire, traditionnelle parisienne, 50 km/h, la rue Gassendi. Alors après, même avec un aménagement extrêmement simple, on peut très bien, asseoir des différents objectifs d'aménagement, conserver par exemple une continuité visuelle, traiter en plateau surélevé, avoir une file de circulation en double sens avec un gabarit qui peut être relativement étroit, avoir des aires de livraison aux bons endroits, de façon là le dispositif, elles sont positionnées à cheval. Donc on peut répondre en fait à énormément de fonctions urbaines sans forcément avoir un aménagement trop identifié, trop encombré, qui peut être relativement sobre. On s'est même posé la question de savoir si tous les commerçants qui demandaient une demande d'étalage et de terrasse, qu'on peut imaginer, puisque dans la première partie de la rue, on a des terrasses et des étalages relativement importants. On a fait ce petit exercice. Alors je ne vous cache pas que le maire du 14e à l'époque était un peu inquiet de cette image, mais on a dimensionné les trottoirs et en fonction de ce potentiel de développement. Et on voit qu'en effet, en termes de traitement, on a, à part l'aire de livraison qui est indiquée au sol, on a très peu d'éléments qui différencient de façon claire les différentes fonctions. On est même allé jusqu'à étudier ce type de trottoir qu'on appelle le trottoir traversant. Alors là encore, vous voyez qu'on aurait pu traiter d'un bout à l'autre sans aucune bordure, sans aucune aspérité. Il se trouve qu'il faut à chaque fois intégrer les contraintes liées aux personnes à mobilité réduite, tout ce qui est PMR ou UFR, personnes malvoyantes. Et donc vous avez soit des dispositifs tactiles, soit des ressos, des guides à la CAD, etc. Enfin, il y a toute une on va dire, une réglementation, en tout cas de normes en vigueur concernant l'accessibilité sur l'espace public, à l'échelle à la fois que s'impose la ville de Paris, mais également à l'échelle nationale, qu'il faut respecter. Par exemple, l'expérience a montré que sur la rue du Commerce, qui est un peu une rue comme celle de la rue Daguerre, la rue du Commerce était une rue qui a été un peu semi-piétonnisée, sauf que l'outil zone 20 n'existait pas à l'époque, et sont revenus par la suite, au niveau des carrefours, qui étaient traités de façon très très homogène, sont revenus des potelets à boules blanches, des bandes podotactiles, etc. Là, on s'est dit, on va essayer de les intégrer en amont, tout en supprimant quand même le passage piéton.
En ce qui concerne les matériaux, là aussi, on est dans des matériaux très simples et on va dire relativement dans la continuité de ce que l'on fait à Paris. J'en profite pour rebondir un peu sur le propos de Bernard ce matin. On est dans la continuité historique, les bordures en granit, l'asphalte de chaussée et quelques éléments pour identifier les éléments podotactiles. Ça me permet de vous parler un peu je dirais, du choix des matériaux. On fait un peu une digression par rapport à l'outil réglementaire, mais qu'est-ce qui peut faire l'identité d'un espace public, ou l'identité en tout cas, savoir qu'on est à Paris et pas à New York ou à Barcelone, parfois c'est tout simplement le matériau. À Paris, l'asphalte noir et la bordure de granit identifient bien le trottoir parisien. C'est le ciment, le béton quadrillé de Barcelone, dont on a vu quelques images ce matin, les grandes plaques de béton lissé de New York, etc., la pierre du Hainaut de Bruxelles ou d'autres villes du Nord, etc. Alors, autre thème, après les aspects réglementaires, le thème des usages. Alors, les usages, c'est un terme un peu valise. En gros, c'est de savoir un peu quelles sont la programmation qu'on peut imaginer sur un espace public ou la programmation que l'on peut permettre. Je pense que sur la place de la République, il y a eu un sujet, en tout cas un débat sur cette question-là. Je vais vous prendre l'exemple d'une petite place de quartier, qui est la place Pinel dans le 13e arrondissement. Alors là, on avait un sujet de la programmation, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Bon, c'était une place qui était très encombrée, je ne vais pas décrire tout cela, mais c'est une place qui était avec du stationnement, des jardinières en briques, qui entouraient des vieux platanes, etc., etc. On s'est posé la question de comment retrouver les qualités anciennes, les qualités, on va dire, de cette place au début du siècle, qui étaient à la fois lisibilité des perspectives, composition circulaire qui n'existe plus aujourd'hui, enfin difficile, l'espace comportait peu d'obstacles, et les arbres étaient surtout au niveau du sol. Donc comment retrouver ces qualités, on va dire, anciennes, tout en transformant l'espace et en répondant à la demande de programmation que souhaitait la mairie du 13e et deux associations très actives sur le sujet, qui revendiquent d'ailleurs le projet de façon très importante. Donc le projet a consisté, je ne vais pas décrire ces images-là, c'est le plan avant-après, mais sur la géométrie du projet, on pourrait y revenir si vous le souhaitez. Il y avait une programmation assez complexe, etc. Retenez surtout un élément programmatique qui est en bas à gauche, proposer pour la partie centrale un espace libre pour permettre des usages polyvalents et temporaires sur cette place. En gros, faire une place de quartier qui soit animée. Mais ce n'était pas du tout du goût des associations, enfin en tout cas de celles qui revendiquaient le projet, était en gros de végétaliser, de créer une sorte de rond-point végétalisé bien connu. Et donc il a fallu faire œuvre de pédagogique pour dire, écoutez, la programmation d'un espace public, si on veut en faire une véritable place de quartier, il faut permettre un espace relativement dégagé au centre de cette place. Si on veut y faire des vide-greniers, une fête, etc., des fêtes de quartier, d'associations, etc. Ce qui est le cas déjà. Depuis, il y a d'ailleurs une association avec la mairie qui travaille sur l'animation de cette place régulièrement. Mais je ne vous cache pas que ça a été une bataille avec les associations qui n'y voyaient que du verdissement et ils imaginaient un rond-point, si je caricature, avec des petites fleurs au centre de cette place. Alors pour essayer de les convaincre, on a tout fait pour éviter le rond-point végétalisé en donnant plusieurs arguments. On leur a dit la place est déjà très végétalisée. Deuxièmement, la place est déjà située à des squares à côté. On a la création de jardinières qui seraient des travaux relativement importants puisqu'il faudra apporter une adduction d'eau, des raccordements, etc. Enfin, on a essayé de trouver tous les arguments. Vous voyez le 5e objectif, on a eu l'appui de l'architecte des bâtiments de France à l'époque, qui était sur les mêmes objectifs que nous, de dégager la perspective entre l'ouvrage Le Formigé, l'ouvrage du métro aérien qui se trouve non loin de la place. Voilà, tout ça pour dire que permettre des usages, permettre en effet qu'une place
puisse avoir dans le temps une évolution, dans le temps de la journée, et une évolution et puisse être appropriée par les riverains, c'est pas forcément toujours évident d'arriver à ces fins selon les objectifs municipaux ou les associations de quartier qui revendiquent le verdissement, ou en tout cas d'y apporter leur signature. Voilà ce que donne la place. Ça, c'était juste au moment de sa livraison. Donc il y a un travail sur les matériaux entre la partie centrale qui est pavée et le reste qui est en enrobé et les trottoirs en asphalte. Donc ce jeu de simplicité de matériaux permet d'identifier bien la partie centrale et de retrouver la géométrie préexistante. Je passe sur la question des matériaux et du pavement dont on a parlé ce matin. Voilà, avec un aménagement relativement sobre, c'est-à-dire des trottoirs en asphalte, des bandes pavées aux endroits des arbres de végétalité, des arbres ou des mobiliers urbains, et le reste de la partie centrale. La question d'un espace public, là je fais aussi une digression par rapport au programme. La question du programme, c'est aussi une question de détail d'aménagement. On en a parlé déjà. Il faut maîtriser quelques détails d'aménagement, pas forcément tous les détails, mais en tout cas une bonne partie pour... par exemple, une place GIC, une place pour handicapés, pour éviter que ça soit quelque chose avec énormément de signalétique ou d'éléments. On peut, à travers la question des éléments podotactiles et du nivellement précis des rampes, on va dire rampes handicapables, à partir d'un détail qui est dessiné, pouvoir l'intégrer malgré tout dans le dessin d'une place circulaire. C'est possible. Voilà, il y a des détails d'aménagement qui existent. Ça serait un peu trop long de vous en parler, mais disons que sachez que la question des détails dans l'espace public, on y travaille de plus en plus. C'est quelque chose qui nous interpelle parce qu'on sait qu'il faut pouvoir les maîtriser, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les détails communs, c'est-à-dire des détails d'aménagement qu'on retrouve régulièrement et qui peuvent faire école et qui ont une certaine durabilité, pérennité dans le temps. Voilà, donc on a mis en place notamment ce carnet qu'on renouvelle régulièrement au fil du temps, où on prend des détails qui nous intéressent, que ce soit ou des détails produits par des architectes extérieurs, qui viennent alimenter les détails des aménagements de voirie de la ville. Voilà, sur le pavage, il y a tout un travail, mais j'y reviendrai pas, sur la question des artisans paveurs qui ont été mis à rude épreuve à cet endroit-là, et qui étaient très fiers de leur travail. Alors, un autre outil d'aménagement est comment aménager, un outil, en tout cas une donnée programmatique, d'aménager un parvis d'un grand équipement dans le paysage d'un bois, en l'occurrence le bois de Boulogne, qui est un site classé. Et ça va me permettre de vous parler également de nivellement. Donc il s'agit bien sûr de la fondation Vuitton qui se trouve dans le bois de Boulogne, non loin, donc le long de l'avenue Mahatma Gandhi, derrière, on va dire adossé au jardin d'acclimatation. En l'occurrence d'ailleurs, le musée des arts et traditions populaires va faire l'objet également d'une réhabilitation, d'une rénovation. Donc on peut imaginer que le projet concernant l'avenue Mahatma Gandhi ait une phase 2 à cette occasion-là. Donc il s'agissait d'aménager un parvis, mais on est dans un espace boisé, un espace paysager, un espace donc beaucoup moins urbain que ce que je vous ai monté précédemment. Donc l'objectif était de faire un espace très, très simple, très, très dégagé, un peu comme sur cette image, sauf que vous allez voir que ce n'était pas si facile que cela, et on s'est heurté à différentes difficultés. La première grande difficulté était la question du nivellement. En fait, le bâtiment de Franck Gehry était positionné 55 cm au-dessus du niveau du sol. Alors ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur un autre exemple. Ça, c'est une donnée qu'on a souvent avec les maîtres d'œuvre extérieurs à la ville. La question du nivellement de leur bâtiment est bien souvent au-dessus du niveau ou en dessous du niveau du sol. En gros, s'adapte peu à l'espace public, alors que ça devrait être le cas. Là, pourquoi Franck Gehry avait pensé son bâtiment à ce niveau-là, c'est qu'il avait pris le nivellement du jardin d'acclimatation avec une cote définie, un code défini à 36,05, et son hall, si vous avez visité la fondation Vuitton, le hall est totalement plat, il est recouvert d'un dallage en calcaire d'ailleurs,
alors qu'il aurait dû être en pente douce pour rejoindre le niveau de l'avenue du Mahatma Gandhi de l'autre côté, puisque le hall est traversant. Et donc on s'est retrouvé avec ces 55 cm, avec une dalle. Le bâtiment était déjà coulé, enfin en tout cas l'infrastructure était déjà coulée, malgré les retards sur le chantier. Et donc il a fallu travailler sur le nivellement. Et les premières esquisses que proposait le paysagiste de Franck Gehry étaient de créer des emmarchements. Et on s'est dit, mais des emmarchements et des rampes handicapables. Donc on s'est dit, des emmarchements dans le bois, ça nous paraît totalement anachronique. Donc notre objectif a été finalement de travailler sur le nivellement, d'avoir une pente ici de 2%, pour permettre le cheminement des personnes à mobilité réduite, et après, on le voit ici, de récupérer la pente avec des pentes inférieures à 4%. Alors, c'est pas tout à fait vrai, il y a 2-3 endroits, vous allez voir, on a des pentes un peu plus importantes, mais l'idée c'est qu'on a au moins un cheminement PMR qui soit suffisant. Ce qui nous a permis d'éviter d'avoir ces emmarchements et de traiter de façon homogène le parvis. Sinon, on aurait eu en fait à la fois des emmarchements, des éléments tactiles, sans doute des garde-corps, des choses comme ça. Enfin bref, quelque chose qui aurait sans doute, on aurait beaucoup moins cette homogénéité et cette lisibilité simple du parvis que souhaitait d'ailleurs Franck Gehry comme nous-mêmes. Voilà le résultat de la réalisation. Donc vous voyez la personne qui est à droite au pied et il est sur une sorte de mini-trottoir qui fait 2%. Les architectes de Franck Gehry en ont profité pour mettre une lisse qui est une sorte de guide pour les personnes malvoyantes, qui d'ailleurs est illuminée la nuit. Et on le voit peut-être moins, mais si je zoome, on voit que les pentes sont beaucoup plus fortes sur les personnes qui cheminent, on va dire, vers la chaussée, où là, on a plutôt du 3-4%. Ce qu'on voit ici, d'ailleurs, il y a une bande de guidage qui a été mise ici, où on a un petit 3%. Pour rejoindre notamment la navette qui a été mise en place. Donc voilà, tout ça pour dire que ce travail de nivellement nous a clairement, l'architecte est parti sur des emmarchements, sur quelque chose de très, très segmenté, très ouvragé. Et donc pour retrouver ce parvis, il a fallu travailler sur un profil en long et un profil en travers relativement important. La question du choix, mais des matériaux également, était un sujet en soi. Là, pour le coup, les architectes de Franck Gehry souhaitaient absolument de la dalle calcaire. Alors nous, la dalle calcaire, c'est pour ça, pour faire une digression sur les choix des matériaux, mais et l'espace public, et leur pérennité, pour nous, les dalles calcaires, clairement, le retour d'expérience que l'on en a est très mauvais, c'est-à-dire qu'en général, elles se polissent dans le temps, elles deviennent glissantes, ou alors elles se cassent. Donc, le bâtiment est en partie en calcaire sur la partie qui n'est pas vitrée, on va dire ce qu'appelle Franck Gehry les icebergs. Le dallage, il souhaitait du calcaire, donc on a essayé d'œuvrer pour que ça ne soit pas du calcaire, mais plutôt du grès, puisqu'il souhaitait un matériau qui soit relativement clair. Bon, finalement, a été choisi, au lieu d'avoir du dallage, ils ont convenu que ça soit du pavage, donc on est sur un pavé qui fait 15-15. Alors le pavé, nous, avait un grand avantage, c'est qu'on disait qu'au moins on savait qu'en termes de mécanique, en termes de durabilité, de pérennité, on savait que ça allait tenir, que ça serait beaucoup plus costaud que le dallage, donc ce qui a permis de trouver un terrain d'entente. Bon, après, il y a eu le calpinage, sur lequel on n'était pas tout à fait d'accord, puisque là, on voit un calpinage qui est en diagonale, alors qu'on sait que mécaniquement, il vaut mieux positionner de façon droite et perpendiculaire à la bordure de trottoir. Bon, mais là, c'était lié à l'organisation géométrique du dallage à l'intérieur de la fondation. On a quand même testé ces différents pavés avec différents joints, parce que là aussi, on n'était pas tout à fait d'accord sur les joints, et donc 3 planches d'essai ont été testées, les camions des chantiers ont roulé dessus pendant quelques mois, donc on a fait des tests sur des joints en sable, qu'on s'est aperçu, c'est l'image 1, que les joints se sont creusés énormément. On a les joints en mortier, où on était un peu perplexe, et puis des joints à émulsion souples, où là il fallait un liant particulier et nettoyer la tête des pavés, donc on n'était pas non plus très satisfait. Finalement, le choix s'est fait sur des joints au mortier, puisque le roulement a montré qu'ils arrivaient à tenir la route. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le retour d'expérience
et on va dire la tenue dans le temps d'un matériau, et voire même de sa mise en œuvre et donc de ses joints, en général, enfin en tout cas, doivent, à mon sens, on va dire induire, en tout cas diriger quelque peu les choix en matière de matériaux. Bon, je passe sur les matériaux qui ont été choisis. Pour le reste de l'avenue, c'est le matériau traditionnel. Autre point, concernant les matériaux, comment le choix d'un matériau peut-il être soit en continuité ou ne pas être en continuité avec l'architecture d'un bâtiment limitrophe. On le voit bien avec Franck Gehry, qui souhaitait absolument du calcaire et que le trottoir continue en calcaire, donc ce qui nous a posé donc, les difficultés dont je vous ai parlé. On a eu la même expérience avec la Philharmonie de Paris, qui se trouve dans le 19e, à la porte de la Villette, où là encore, les ateliers Jean Nouvel souhaitaient un matériau qui soit le plus proche de son bâtiment. Donc, alors, le granit parisien est relativement clair. Il a moins ces effets de matière que peuvent avoir le choix qu'avait fait Jean Nouvel sur son bâtiment. Donc le granit n'était pas forcément le choix premier. Donc on s'est retrouvé dans une difficulté parce que nous, en dehors du pavé, grès, granit, l'asphalte enrobé, on a peu de choix possibles. Il y a aussi les dalles béton, mais là, en l'occurrence, si on restait sur les matériaux, on va dire, traditionnels parisiens, on avait tellement de marge de choix possibles. Donc le choix s'est fait en fait sur une pierre calcaire, qui est la pierre du Hainaut, qui est une pierre qui se trouve dans le nord de la Belgique, qui en fait a un peu la couleur ou l'odeur du granit, hein, c'est un peu comme le Canada Dry, mais qui n'est pas tout à fait du granit. Donc c'est une pierre c'est un calcaire beaucoup plus dur et beaucoup plus dense que le rocheron doré ocre que je vous ai montré là pour la Fondation Vuitton, et qui donc voilà, une colorimétrie qui est assez proche de notre granit parisien. Bon, pour que ça soit un peu moins homogène, il y a eu un traitement surface qui était prévu, tout simplement une face qui est flammée, une autre qui est brute de sillage, ce qui lui permet d'avoir une sorte de camailleux ou de scintillement plus intéressant. Alors, autre sujet, après l'aspect réglementaire, l'aspect nivellement, l'aspect matériaux, un autre outil, enfin en tout cas, pas un outil, mais en tout cas une donnée sur laquelle on est amené à travailler régulièrement, c'est des demandes de végétalisation de l'espace public. Ça revient régulièrement, c'est très soutenu par les maires d'arrondissement. Actuellement, dans le cadre notamment peut-être vous avez entendu parler des budgets participatifs que les mairies font remonter, ces demandes sont de plus en plus importantes. Je crois que statistiquement, je crois que entre les demandes de végétalisation, je crois, de l'espace public et la question des circulations douces, je crois que c'est les deux objectifs qui remontent le plus. Donc je vais vous donner un exemple dans un espace qui est historique, hein, qui est la place Estienne d'Or, où on a, si on regarde le plan d'Adolphe Affland publié en 1973, hein, c'est extrait bien sûr des promenades de Paris, on voit que l'espace, hein, parce que l'espace qui est concerné par le projet, c'est cet espace-là, c'est-à-dire qui est devant le square qui a été dessiné, qui est d'ailleurs un petit chef-d'œuvre en matière de nivellement. Je vous engage à aller le visiter. Il était demandé de végétaliser cette partie basse, alors qu'historiquement, on le voit que c'était un espace dégagé et relativement homogène. Donc, une des premières contraintes à analyser était de savoir quelles sont d'abord les zones plantables, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en fonction des réseaux qui se trouvent en sous-sol, on va pouvoir planter. Donc, vous voyez que les surfaces sont relativement réduites, hein, ce sont les petits triangles, on va dire les niches possibles de plantation. Bien entendu, rien à voir avec la géométrie du square d'Alphand et encore moins avec, je dirais même, la géométrie même de l'espace. Donc, une des premières hypothèses, on va dire, de base, était finalement de végétaliser de façon, on va dire, très simple, quelques arbres, quelques bancs, et puis point barre. Donc ça, c'était un des premiers projets, on va dire, presque
presque fonctionnaliste, presque technique, qui bien entendu a été assez vite retoqué, à la fois parce qu'il ne remplissait pas les conditions, enfin en tout cas une végétalisation de ce que souhaitait à la fois la mairie et les associations, et puis bien entendu également les architectes des bâtiments de France qui comprenaient difficilement une réponse aussi qui pas le rapport particulier entre la géométrie de l'espace et l'équilibre qu'il peut y avoir entre la partie nord et la partie sud. Une architecte de chez nous a commencé à travailler en se disant je vais essayer de m'adapter à ces différentes formes géométriques existantes, donc ces zones plantables, d'essayer d'organiser cette proposition de végétalisation en essayant d'équilibrer, vous voyez, 3 zones végétalisées d'un côté, 3 autres de l'autre, pour essayer d'équilibrer malgré la géométrie possible, de créer peut-être 2 salons, en tout cas 2 espaces de repos au milieu de ces espaces végétalisés. Elle a repris encore son projet en essayant d'équilibrer encore davantage et de retrouver une géométrie presque existante entre les deux, en étant dans une géométrie clairement géométrique, donc totalement différente, bien entendu, du square de l'église de la Trinité, donc complètement différent, parce que à la fois les contraintes ne le permettaient pas, et puis l'idée étant de proposer une géométrie qui soit autre que celle d'un square, d'un espace jardin fermé, puisque là, il s'agissait d'espaces plutôt ouverts au public. Ouverts, c'est-à-dire non fermés comme un jardin. Alors, finalement, le résultat est celui-là. Donc, une sorte de parterre de végétalisation basse, entouré on va dire, avec un matériau coulé plus clair, qui est une sorte de salon, en fait, qui permet la pause, en tout cas d'y rester un certain temps. On voit qu'on n'est pas du tout dans le même type de végétalisation de type jardin comme ici. On est dans un espace plus ouvert, plus fragmenté. Donc tout ça pour montrer que voilà, il est possible de répondre à une demande de végétalisation tout en proposant des outils, on va dire, relativement simples, sobres, discrets, et qui s'adaptent à la fois aux contraintes du sous-sol et qui propose quand même un certain agrément, un certain confort pour l'espace public et une certaine dose, on va dire, de végétalisation possible. Alors je reviens au nivellement, que j'aurais dû enchaîner avec la Fondation Vuitton et l'avenue du Mahatma Gandhi. Mais je voulais vous prendre ce petit exemple d'un projet de la rue du Sommerard, qui est une petite rue banale dans le centre historique de Paris, dans le quartier latin, à côté du musée Cluny, qui va faire l'objet d'une réhabilitation et d'une extension. Pour faire passer ce message qui est souvent auquel on a des soucis réguliers, c'est qu'on souhaite il nous semble que c'est d'abord aux parcelles privées de s'adapter au nivellement de la voie publique et non pas le contraire. On a régulièrement ce problème-là. Là, on l'avait dans un site historique, patrimonial, la rue du Sommerard, petite rue banale, très simple, qui n'a rien demandé à personne, avec du dallage de part et d'autre et une chaussée en enrobé. Voilà, on voit à peu près l'image. Le projet était donc d'en créer une aire piétonne. On revient sur notre sujet réglementaire de tout à l'heure. Le projet, au départ, que proposait Bernard Desmoulins, qui est l'architecte qui est l'architecte de l'extension du musée, était, on était assez d'accord sur le constat de piétonniser, enfin de créer une aire piétonne. On avait peu de difficultés de fonction sur cette rue, donc la question n'était pas très, très problématique en termes de fonction et d'usage. Le dallage, on n'était pas forcément favorable parce qu'on sait qu'en matière de dallage, c'est pour une question historique et une question financière en l'occurrence, mais aussi là il se trouve qu'on a une répartition dallage sur les trottoirs. Est-ce que là on devait créer un parvis sur ce musée alors que c'est une entrée décalée du musée sur une voie qui finalement relie, on va dire, une partie d'un square vers le boulevard Saint-Michel, donc on était plutôt à traiter ça de façon plus sobre. Mais la question du nivellement s'est posée tout de suite puisque là encore l'architecte avait proposé en fait un niveau qui était d'une trentaine de centimètres au-dessus du niveau de la voie. Donc on était coincé. Et les premières esquisses qu'on a découvertes, c'était cette image-là, donc avec des rampes et puis des emmarchements, là on voit en rouge, de part et d'autre.
Donc on a repris la main sur l'aménagement en proposant d'abord du pavé. Pourquoi du pavé? Parce que là, on sait qu'en termes de... Bon, il y avait un souhait, en effet, d'avoir on va dire, un caractère peut-être historique, en tout cas, et de passer à, on va dire, puisque les trottoirs étaient déjà dallés, d'essayer une transition entre les trottoirs dallés et la partie historique. Le pavage nous permettait également de travailler sur un nivellement plus facile que le dallage, hein, en termes de pente, en termes de géométrie même, et vous allez le voir en termes de courbe de niveau. Alors la petite subtilité, c'était de se dire, on a demandé aux architectes des moulins de venir créer des petites rampes ici, au niveau des accès, pour pouvoir descendre de quelques centimètres par rapport au niveau de la rue. Et nous, de notre côté, on a relevé le seuil de la voie. Donc vous voyez la gymnastique qu'on a dû faire, et de réorganiser en fait le fil d'eau dans le trottoir périphérique, celui qui est en fait en vis-à-vis des façades bâties, et d'avoir une chaussée, enfin d'avoir un traitement en V, mais avec un petit contre-trottoir côté numéro impair, là, et un trottoir plus vaste qui nous permettait de rattraper le nivellement du seuil de l'entrée du nouveau musée Cluny. Donc on a travaillé à la fois avec donc l'ingénieur technicien qui a travaillé sur ce dossier-là, à la fois avec les équipes de Desmoulins, pour justement chacun faire un effort de notre côté pour pouvoir se raccorder et avoir un traitement là aussi homogène, sans emmarchement, sans éléments podotactiles ou que sais-je, ou de main courante, etc. Voilà, tout ça pour dire qu'on est confronté régulièrement à ce sujet-là. Ce nivellement, il peut être parfois beaucoup plus complexe. Ça a été le cas d'un projet qui a déjà 2-3 ans, qui est les abords du Parc des Princes. Là aussi, il fallait adapter le nivellement. Alors là, on avait une contrainte beaucoup plus forte, parce qu'on avait l'accessibilité d'un stade et on avait une commission d'accessibilité qui devait passer 6 mois avant la réouverture du Parc des Princes pour l'Euro 2016. Donc là, il fallait de toute façon trouver la solution en matière de nivellement. Alors là, c'est pareil, les architectes qui travaillaient sur le Parc des Princes étaient partis sur des rampes, des escaliers, etc., etc. Et en plus, ils étaient dans une contrainte forte de temps qui fait qu'ils étaient partis là-dessus d'emblée. Donc on voit qu'on a des emmarchements très importants du côté du Parc des Princes. Là, le Parc des Princes, dans le 16e arrondissement, non loin de la porte de Saint-Cloud, la porte d'Auteuil. On est dans un espace très minéral. Le béton de l'architecte Taillebert d'un côté, et le béton BFUP, le béton ultra performant de Ricciotti de l'autre, donc un espace très minéral. Et des emmarchements de part et d'autre, puisqu'en fait le Parc des Princes est sur le périphérique. Il est à niveau d'un côté, mais on a cette différence de plusieurs mètres à chaque fois, et donc on a des emmarchements partout, soit en remblai, soit en déblai, ce qui était un exercice assez compliqué. Donc je vous donne juste le petit outil qu'on a utilisé, qui était de se dire, voilà, on va essayer de rendre accessible à une pente de moins de 4% l'entrée. Là, il se trouve que c'est l'entrée côté Auteuil, pour essayer de la rendre handicapable et conforme à ce que nous demandait la commission d'accessibilité du stade. Et on va essayer de traiter le reste dans des pentes acceptables. Donc ça donnait ce type d'étude. En fait, l'idée était d'avoir une pente en long continue inférieure à 3%, et de rattraper sur les côtés des pentes qui sont à 5-6%, donc beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes, pardon. Mais on considérait, et la commission nous a donné raison, on considérait qu'il y avait un accès suffisant, conforme aux normes, et à ce moment-là, ils pouvaient tolérer que sur les côtés, on ait des pentes plus importantes. Il a fallu quand même modéliser cela, donc on le voit en 3D, ce qui n'est pas toujours le cas, donc là ça demandait pas mal de travail, c'est rarement le cas en termes de projet de nivellement, on modélise rarement en 3D le nivellement. Là on l'a fait parce que ça nous a servi à la fois vis-à-vis de la commission, mais également vis-à-vis de l'entreprise qui a mis ça en œuvre. Ils avaient cet élément-là de 3D sur des grands plans, ils ont pu tirer des fils en fonction de cette armature précise
pour pouvoir réaliser le nivellement, ce qui a donné voilà, ce magnifique, on va dire, champ d'asphalte, hein, ce tapis d'asphalte, avec, on le voit, on voit qu'il y a une pente ici qui est relativement conforme, et relativement une pente homogène, et on a des pentes beaucoup plus fortes sur les côtés, qu'on a réussi à absorber avec des emmarchements, avec des détails spécifiques d'emmarchement qui permettaient d'absorber cette... donc souci du détail toujours, qui permettait d'absorber cette question de nivellement et en même temps de guider les personnes malvoyantes, en particulier dans les sifflets de ces emmarchements. Voilà en ce qui concerne le nivellement. Je vais me dépêcher sur le reste, mais je voulais simplement vous donner aussi des exemples d'un raménagement d'une avenue traditionnelle. On a parlé d'une vue, d'une petite rue, on a parlé d'un parvis, on a parlé d'aires piétonnes, de voies, de zones 20. Pour ce qui concerne une avenue, on va dire, parisienne traditionnelle, on va dire néo-haussmannienne ou post-haussmannienne, il s'agit de l'avenue dans un nouveau quartier, l'avenue de la Porte d'Ivry. Je voulais vous donner simplement quelques éléments. Bon, c'est une avenue entre les Maréchaux et le boulevard du Périphérique, entre le boulevard des Maréchaux et le boulevard Périphérique, dans le 13e arrondissement, la ZAC Bédier. Bon, on va dire un sujet relativement traditionnel. Je voulais simplement vous parler de la question de l'insertion de nouveaux matériaux, de nouvelles demandes qui sont faites sur l'espace public, qui sont intégrées dans le traitement de l'espace public. Donc là, c'est une image avant-après, où on conserve les arbres d'alignement, trottoir en asphalte, une bande plantée et l'insertion d'une piste cyclable. On a également travaillé sur deux sujets qui étaient l'insertion des fonctions. Ça, c'est une contrainte que l'on a régulièrement à chaque fois sur l'espace public. C'est comment intégrer les nouvelles fonctions, là en l'occurrence le vélo. Donc là, le débat s'est positionné sur des pistes cyclables sur chaussée, c'est l'image en haut à gauche, ou des pistes cyclables sur trottoir. Ça fait un débat en général politique, il y a les pour, les contre. Sachez qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des pistes cyclables protégées, c'est plutôt en tout cas la commande politique. Il y a quelques années, je me souviens, on était plutôt sur remettre les vélos sur la chaussée vis-à-vis des véhicules. Donc voilà, il y a toujours un peu ce balancier sur la question des aménagements cyclables. Là, on pouvait le faire facilement puisque la piste cyclable se trouvait devant les arbres et non pas derrière les arbres. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a certaines exceptions, mais globalement, sur l'ensemble de l'avenue, on pouvait intégrer finalement cette nouvelle fonction sans bouger l'image de cette avenue, on va dire, je dirais post-haussmannienne. Voilà ce que ça donne. Alors là, il se trouve que la piste cyclable est derrière les arbres, donc la photo, parce que c'est une des premières phases. Je voulais simplement vous parler de nouveaux matériaux qu'on nous demande d'introduire, et donc là aussi la question de la pérennité, de la durabilité de l'image de l'aménagement parisien est mis également à épreuve. On nous demande d'infiltrer davantage en fait les eaux de pluie, c'est-à-dire de permettre d'infiltrer les eaux de ruissellement des trottoirs, voire même de la chaussée, et d'éviter, de limiter les rejets en égout. Alors ça avait été mis en place d'ailleurs avec premières expériences de chaussées drainantes, de puits d'infiltration sur la place de la République ou d'autres. Donc là, maintenant, c'est devenu une obligation réglementaire, que s'impose la ville de Paris. Donc on a là une bande en fait de pavés enherbés tout du long, avec qui sont posés sur un remblai tout venant et pas du tout sur une structure, qui permettent d'infiltrer une grande partie des eaux de ruissellement. Mais on est allé plus loin, on est en train de tester une piste cyclable infiltrante, là aussi puisqu'on doit en gros là, sur cette zone-là infiltrer presque plus de 30% en fait, des eaux de pluie et des trottoirs. Donc on a trouvé un matériau qui, on espère dans le temps, pour l'instant ça fonctionne bien, qui est un matériau drainant, qui est un matériau synthétique très perméable et que l'on a choisi, vous le voyez, avec des granulats granit, donc dans un souci on va dire de continuité du vocabulaire. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a aussi des innovations en matière de matériaux que l'on est obligé de prendre en compte si on veut répondre aux nouvelles demandes en matière d'infiltration, en l'occurrence de développement durable. Voilà un peu pour on va dire l'exposé un peu de tous ces outils à la fois techniques et réglementaires. Je crois que je devais aussi vous parler des acteurs
des projets. Donc c'était un peu délicat de vous parler de l'ensemble des acteurs à chaque projet, mais j'ai pris l'exemple de la place de la République, et je pense que TVK pourra prolonger. Je crois que la grande nouveauté, donc là sur ce tableau-là, vous voyez, alors, en haut à droite, c'est la maîtrise d'ouvrage. Alors la maîtrise d'ouvrage, là, elle est décomposée avec de nombreux services qui donnent leur avis, et la maîtrise d'œuvre aussi. Pour dire que, voilà, il y a quelques années, on va dire une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, on avait un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre qui travaillait sur l'espace public, en général un BET, avec un architecte, parfois un paysagiste, ça allait rarement au-delà. Et côté maîtrise d'ouvrage, vous aviez un ou deux interlocuteurs. Là, je dirais que la grande différence aujourd'hui, maintenant, sur l'aménagement de l'espace public, bon, en l'occurrence à Paris, mais je pense que dans d'autres villes de France, on retrouve ces schémas-là, c'est qu'on a une complexité à la fois de la maîtrise d'ouvrage et je dirais aussi de la maîtrise d'œuvre. Hein, la maîtrise d'ouvrage doit répondre en fait à un tas de directions qui ont un avis qui parfois est contradictoire. Il y a des organismes à consulter qui, d'une certaine manière, sont les partenaires de la maîtrise d'ouvrage. Donc, on a des objectifs parfois contradictoires dès le départ en matière de programmation pour le maître d'ouvrage. Et puis, je dirais côté maîtrise d'œuvre, on a également une complexité alors, qui est peut-être liée aux appels d'offres, aux concours sur l'espace public, où on demande finalement d'avoir toutes les compétences nécessaires, hein, dont j'ai parlé un peu dans les exemples précédents. C'est-à-dire on demande à la fois, bien sûr, des architectes, paysagistes, on demande un bureau d'études fluide, on a demandé là même une compétence en matière de concertation, en matière de développement durable, en matière de conception lumière, etc., de paysage. Tout ça pour dire que voilà, cette complexité entre les uns et les autres fait que je pense qu'il y a une grande difficulté de coordination. Et pour arriver à un aménagement qui soit, je dirais, homogène, tenu et qui a une certaine lisibilité, et qui tient ses objectifs dans le temps, il y a une coordination des deux qui est souvent difficile à mettre en œuvre. Alors, je réponds un peu à la demande qu'on m'a faite de vous parler des grandes étapes d'un projet d'espace public, de la conception jusqu'à la mise en œuvre. Retenez qu'il y a quatre grandes étapes, hein, qui sont représentées par ces couleurs. En gros, la première étape, c'est les objectifs, la programmation. Et là, de plus en plus, aujourd'hui, il y a quelques années, la programmation, je dirais, déclinée d'un conseil de quartier ou d'une mairie d'arrondissement qui donnait, on va dire, un canevas. Là, maintenant, on est dans des processus de concertation beaucoup plus vastes. Alors là, je crois que sur la place de la République, par exemple, je crois qu'on a tout essayé, tout fait, hein, des réunions publiques, des marchés exploratoires ou que sais-je. On est pareil actuellement sur les places parisiennes dans le même type de phase, hein, donc de définir les objectifs même, on les définit même tout en commençant le projet. Donc cette première étape a pris énormément d'importance du fait des revendications de plus en plus importantes sur l'espace public. La deuxième grande phase est une phase un peu classique, hein, traditionnelle, qui en gros ce sont les déclinaisons des phases de la WAMOP, hein, les études d'esquisse, AVP, projet jusqu'au DCE, voire au-delà. Bon, là, on est dans des... Alors, le grand avantage, à mon avis, quand on travaille sur l'aménagement d'espace public, c'est que ces phases-là, elles se tuilent assez vite, elles s'enclenchent assez rapidement, peut-être contrairement à un bâtiment, puisqu'on est obligé d'aller assez vite dans le détail dès qu'on travaille sur la VP. Donc, en général, c'est du temps gagné sur les phases ultérieures. Le chantier, il est beaucoup plus rapide qu'un bâtiment. Pas toujours, mais en général. Il se passe, on a des phases d'exploitation du chantier qui sont compliquées parce que souvent sur un espace public, alors c'est contrairement à un bâtiment, c'est parfois le cas, hein, la maison de la radio par exemple, je crois, quand elle était réhabilitée, il fallait qu'il y ait une partie de l'activité qui reste à l'intérieur du bâtiment. Alors pour un espace public, c'est pareil, il faut qu'on laisse la circulation, les piétons, voire les véhicules, voire même les transports en commun, le métro, que sais-je. Donc, ce qui fait que les gens ne comprennent pas d'ailleurs que parfois les chantiers en avance, on ne voit personne travailler.
sur les chantiers de voirie, c'est souvent le cas parce que en fait, on les voit, ils viennent à certaines périodes, parce qu'il y a un phasage, une sorte de puzzle avec des demi-chaussées, des tiers de chaussée, etc., pour avancer. Donc on a ce jeu de puzzle qui avance petit à petit, phase par phase. Et enfin, la dernière phase, qui est l'achèvement de l'opération, qui, là, pour le coup, au-delà des questions, on va dire, financières et de gestion des réclamations, etc., pour moi, là, c'est une phase assez importante parce que on voit tout de suite je dirais le retour d'expérience, si c'est un succès ou pas. Hein. Je crois que un des succès, par exemple, pour parler de la place Pinel, ça a été tout de suite accaparé par les riverains. Ils sont tout de suite organisés des fêtes et autres. Je prends l'exemple aussi de la place de la République. Ce qui était très intéressant, c'est que la mise en circulation de la place a été mise pendant le chantier, c'est-à-dire le fait qu'on ait fermé la partie nord et fait qu'on passe en U, a tout de suite assez bien fonctionné, ce qui fait qu'au moment de l'inauguration, la question de la circulation n'était plus un sujet. Donc là aussi, la question d'anticiper dans la phase chantier les questions de programmation, de répartition des fonctions est souvent un gage de succès au moment de l'achèvement. On m'a demandé de parler de quelques aspects financiers. Alors pour vous parler d'aspects financiers, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit je ne vais pas leur parler forcément on va dire des détails estimatifs et qu'est-ce que coûte telle chose ou telle chose. Je vais vous parler à la fois de qu'est-ce que coûtent les matériaux, hein, ça va faire un peu une continuité de ce dont a parlé Bernard ce matin, et les matériaux de sol, et également quelques ratios d'aménagement, parce que vous verrez, en fonction des coûts de ces ratios, le type d'aménagement que l'on peut faire, que l'on peut réaliser. Donc ça, c'est un petit graphique des coûts des matériaux. Donc j'ai pris, j'ai pris les prix des fournitures et poses constatées à Paris en 2013. Hein. On a des appels d'offres réguliers sur les marchés de travaux de voirie. Donc on a un logiciel qui traite tout ça. Et donc on a maintenant une division des achats qui regarde ça attentivement. Donc on sait à peu près maintenant, clairement, combien coûte un matériau en fonction qui doit être acheminé en Ile-de-France pour nos travaux de voirie sur Paris. Donc retenez en gros que vous voyez que donc ça va des enrobés jusqu'à des matériaux granit ou le bois naturel. Retenez que la limite, hein, elle se trouve ici autour d'une centaine d'euros au moment où on a des matériaux qui ne sont plus coulés. Hein. On n'est plus dans des matériaux coulés, on a des matériaux modulaires, des matériaux donc de la roche, la pierre. On commence à partir du porphyre, le calcaire à 130 €, le grès à 155, le granit qui peut monter à 165 € en moyenne, et puis au-delà, on les bois extérieurs. Donc tout ça pour dire qu'il est vrai qu'un matériau coulé coûte moins cher. Après, il faut peut-être le regarder sur une certaine durée, d'une durabilité, pour voir réellement son coût de revient. Donc c'est le sens de ce deuxième slide, c'est de montrer qu'on a le coût de fourniture et pose d'un matériau, doit également s'ajouter le coût du transport, de la pose, la mise en œuvre, des traitements, etc., l'entretien futur, le réapprovisionnement régulier, bref, tout ça ces coûts-là qu'on a du mal, en effet, à évaluer parce qu'il est difficile de l'évaluer. Alors on est en train de travailler sur ces sujets-là, les ingénieurs de la voirie depuis déjà de nombreuses années, mais là on est en train vraiment de le regarder précisément sur les coûts des matériaux modulaires du type pavé et les coûts des enrobés pour voir la différence, ou les coûts d'asphalte. Sur 25 ans, on prend une rue, 2 rues, 3 rues, une place, et on regarde sur 25 ans. Pourquoi 25 ans? Parce qu'en gros, il fallait donner une durée, c'est en général une durée d'une génération. C'est ce que prennent d'ailleurs les autoroutiers, les autoroutes en général, leurs enrobés sont garantis sur 25 ans. Donc ça nous a paru la bonne période. Et on regarde le coût, on va dire, d'entretien, combien de fois on a entretenu, on a changé un tapis, etc. etc. Et on regarde si ce coût de revient qui est entre un matériau modulaire et un matériau coulé. Pour le moment, sans vous dévoiler les conclusions de ces études, clairement, un matériau modulaire a une durabilité beaucoup plus importante. Il est recyclable à vie et on le réutilise régulièrement. Donc on a un coût, on va dire, qui est sur les 25 ans, qui est beaucoup moins important
qu'un enrobé, où on sait, avec nos marchés d'entretien, combien on a refait l'enrobé ou l'asphalte en 25 ans. Ça peut être parfois 10 fois, 15 fois. C'est assez incroyable. Donc, ça donne quelques réflexions sur... il faut peut-être mettre davantage de sous, davantage de financement au moment du matériau pour être, on va dire, avoir un prix de revient dans le temps relativement homogène. J'en finirai par là. Quelques ratios simples pour vous donner quelques... Voilà, retenez donc la limite des 100 € entre les matériaux coulés et les matériaux modulaires, donc en moins ou en plus. Sur les ratios, là j'ai pris un exemple, le parvis de la gare Saint-Lazare. Je crois que d'ailleurs on n'était qu'en accompagnement, puisque je crois que c'est l'agence du Tilleul qui a travaillé sur ce sujet-là, AREP. Donc là on est dans un projet assez luxueux, granit, du mobilier urbain de qualité, il y a également un peu de végétalisation, etc. Il y a un mobilier d'éclairage spécifique. Bref, on a du reménagement de façade à façade. Donc vous voyez, on est sur du 300 € du mètre carré. On peut monter à 400, mais retenez qu'un aménagement, on va dire, tout compris, éclairage, revêtement de sol, signalisation lumineuse, mobilier, etc. On est sur du 300-400 € du mètre carré. L'aménagement d'une voie, une voie traditionnelle parisienne, ça c'est le réaménagement de la rue Rambuteau, près de Beaubourg. Là, on a refait de façade à façade, des trottoirs qui ont été dallés, une plantation d'arbres, un peu de stationnement, l'éclairage public, je crois, a été revu. On est sur du, vous voyez, déjà, on descend un peu, on est à 280, on est donc entre 250 et 300 € du mètre carré. Le parvis de la Fondation Vuitton, où là, à part l'éclairage qu'on a rénové, on n'a rien fait d'autre, si ce n'est, bien entendu, l'infrastructure du trottoir. On est sur du 250, 200-250 € du mètre carré. Et enfin, le projet que je vous ai montré d'Estienne d'Orves, où on est là sur une simple végétalisation. On a refait quand même l'aménagement des trottoirs. Il y a une extension de trottoir. De la végétalisation, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Quelques mobiliers en granit. Je crois qu'on est à peine intervenu sur l'éclairage et la SLT, la simulation lumineuse tricolore. Donc on est sur du 200 € du mètre carré. Voilà, tout ça pour peut-être conclure sur ces chiffres. Pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase où, en effet, on nous demande plutôt de faire de l'aménagement d'espace public à ce prix-là, c'est-à-dire à 200 € du mètre carré, voire moins, mais en faisant, on va dire, un aménagement qui change l'espace public. Donc on est un peu dans la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire un aménagement à 400-450 € du mètre carré, comme ça a été le cas de la place de la République. On est plutôt sur à moitié, voire moins. Mais il est demandé quand même de transformer l'espace public et de répondre à de nouveaux usages, de nouvelles fonctions. Voilà, je vous remercie.